Bonjour à tous, je suis Marius Seller, votre présentateur du Platinium, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans le nouveau podcast en compagnie de Arnaud et de Greg. Dans cet épisode, nous allons aborder les 3 combats qui ont eu lieu ce week-end. Usyk vs Chisora, Davis vs Santa Cruz et Inoue face à Moloney. Tout de suite, et si on en discutait? Opérationnel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour débattre des 3 combats qui ont eu lieu ce week-end. Donc comme présenté dans la description, Derek Chisora pour les lourds, Inoue face à Moloney en KKT déjà, Bantamweight, et Davis face à Santa Cruz. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez pensé des combats? Bon bah déjà, Arnaud, tu commences parce que toi c'est vraiment le combat que tu attendais, Usyk Chisora. On présente Arnaud déjà, c'est donc un adhérent du Platinium. Absolument. Préparateur physique aussi. Préparateur physique et coach sportif, effectivement. Et un peu de coaching mental en plus. Et coaching mental, absolument, ouais, sur la gestion des peurs principalement, la prise de risque, prise de décision, etc. Mais effectivement, c'est des sujets moi, qui me passionnent et qui occupent le cœur de mon travail en tant que coach et préparateur physique. Et si vous voulez retrouver Arnaud, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube Mugen Your Coach. Exactement. Le lien sera dans la description. Super. Et du coup, le profil Instagram, puisque je découvre aussi le profil Instagram, Mugen-coach. Voilà. Ouais, underscore coach. Underscore, merci, je suis un peu trop vieux pour ça, mais du coup, c'est bien que tu m'aies repris. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Donc, vous pourrez suivre Arnaud pour voir ce qu'il fait et suivre le coaching mental. Ce qui ne sera pas. Ce qui sera bien pendant le confinement. Ce qui est utile. Ouais. Ça sera utile. Absolument, on a tous besoin en ce moment. Bon, alors, donc, le fameux Usyk Chisora, effectivement, comme tu l'as dit, que j'attendais moi depuis très longtemps. Parce que Usyk, là, pour l'instant, moi, c'est un peu mon boxeur de cœur. C'est même lui que j'essaie de m'inspirer le plus pendant les entraînements et les assauts donc, en anglaise. Donc Usyk, ce mec qui vient en cruiserweight, basculé après en heavyweight. C'est son deuxième combat en heavyweight. Ouais, son premier combat, il a affronté Chas Witherspoon. Absolument. Et pratiquement une année après, je crois qu'on est à un mois ou deux, il affronte Derek Chisora le week-end dernier. Qui était pour moi son vrai gros combat test en fait. C'est vrai que c'est un combat test. Chas Witherspoon, c'était pas le combat qu'on attendait pour un champion incontesté en cruiserweight. Exactement. Et bon, alors pour être complètement honnête, moi sur ce combat, ça peut paraître facile parce que c'est toujours facile à dire après coup, mais en réalité, tu peux témoigner que c'était le scénario que j'attendais quand même face à Chisora, c'est-à-dire des rounds, des premiers rounds qui allaient être très intenses face à un lourd et un bagarreur comme Chisora qu'on connaît bien. Et donc il n'hésite pas à rentrer, aller au contact, faire un peu de dirty boxing, accrocher son gars, lui mettre des patates quand c'est encore en accrochage. Mais passer on va dire cette limite un peu fatidique pour les lourds, comme ça, qui sont très justement lourds dans leurs appuis, un peu enrobés, c'est pas le mec le plus athlétique en plus dans les lourds Chisora. Même si pour ce combat il est arrivé à son poids le plus léger de toute sa carrière. Il a été vraiment bien entraîné par David Haye et je pense que là il s'est dit je dois être en forme pour un mec comme Usyk. Donc au moins sur la préparation physique, je pense qu'il n'a pas plaisanté. Il est allé au bout des 12 rounds déjà, donc c'est quand même une preuve. En plus de ce que moi j'ai vu, bon je précise que moi j'ai plus vu le highlight à la fin, c'est le seul des 3 combats que j'ai moins vu. Mais on ne peut pas toujours faire ses devoirs. Non, voilà, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus. J'avoue que c'était pas forcément le combat qui m'intéressait le plus. Mais plus sérieusement, de ce que j'ai vu, des rushs, il y a quand même eu de la propreté jusqu'au bout de la part de Chisora, c'est-à-dire qu'il n'était pas non plus au bout de sa vie à tomber dans les cordes et tout. J'ai trouvé. Après, je ne sais plus si c'était au 7e ou 8e, au bout d'un moment, Usyk touche quand même bien Chisora et Chisora montre des signes qui peut aller au tapis. Et je pense que Usyk il a beaucoup respecté la puissance de Chisora parce qu'on a déjà vu Chisora par exemple face à Takam, il est mis dans le mal et tout d'un coup il revient avec des coups et il te met au tapis. Donc je pense que Usyk a été très prudent alors que 7e ou 8e, franchement je ne me rappelle plus exactement du round, j'ai quand même l'impression que Usyk a l'opportunité de l'envoyer au tapis. Après je pense que Chisora, je crois, il a 9 défaites. Il a 9 défaites. C'est sa 10e du coup. Ça se fait sa 10e. Je pense que Chisora se serait relevé.
Parce que Ouais, Usyk est c'est pas un un frappeur, c'est un c'est un grand gars encaisseur, ouais, c'est un grand encaisseur et Usyk c'est plutôt un gars qui joue sur l'activité plutôt que la puissance de frappe, même en cruiserweight. Mais je pense qu'il serait allé au moins au tapis une fois si Usyk avait poussé le truc. C'est clair, mais bah, moi j'ai complètement la même lecture que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, alors pour le coup, j'aurais bien aimé te reprendre sur cette émotion, mais je suis incapable de la sortir moi non plus. Mais effectivement, je crois que c'est dans ces eaux que ça se situe. Il me semble de mémoire comme ça que c'est à la fin de la 7e reprise où il est sauvé par le Bong, parce qu'il est clairement en difficulté. Et pour compléter ton analyse, en fait, donc sorti effectivement des 4 premiers rounds où c'est dur pour Usyk, où effectivement il respecte la puissance de lourd, de frappeur de Chisora en bougeant beaucoup, mais on sent quand même que sur les frappes encaissées, même bloquées, en plus je trouve qu'il prend d'ailleurs beaucoup de coups dans les 2 premiers rounds pour le coup Usyk. On sent même dans sa réaction en body language que là il est chez les lourds, il est plus en cruiserweight, que quand ça touche ça rigole pas. Ouais, il n'est pas face à Putlev ou non. Non, il n'est pas face à Morad Gassiev. Et pourtant Morad Gassiev frappe fort, mais c'est un cruiserweight. Les poids lourds, c'est une catégorie à part et qui fait qu'une fois que tu es bloqué dans les cordes face à un mec comme Chisora, qui a tendance quand même à beaucoup utiliser les crochets larges, donc c'est dur de sortir et même à bloquer. Bah voilà, même en bloquant des coups, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast, ça fatigue, ça use de l'énergie. Et face à une catégorie dans laquelle tu n'es pas à l'aise, ça peut vraiment se faire poser des questions pendant le combat. Donc moi après, il y a une chose que j'ai estimé, c'est qu'effectivement c'est plutôt un boxeur à distance, plutôt en volume, Usyk. Donc qui a une capacité de volume. On avait regardé le combat justement, voilà, et on voyait que c'est un mec pendant 12 rounds, il t'envoie du volume non-stop, 4-5 coups à chaque fois. Et plus il va proche de la décision, plus il envoie de coups. Absolument. Donc c'est ça le grand réflexe d'amateur. Qui est crescendo et justement là où les lourds ont tendance plutôt à descendre au fur et à mesure que le combat continue. Donc on a eu Chisora des premiers rounds à fond, qui rentre dedans. Usyk qui démarre plutôt lentement et après la tendance s'est inversée. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, mais effectivement dans les points forts, points faibles en pré-combat, effectivement ce qu'on pouvait craindre en fait si on était du côté d'Usyk, c'était une frappe dévastatrice ou un lucky punch. On va pas l'appeler lucky punch parce que quand ça vient d'un puncher comme Chisora, c'est jamais vraiment un lucky punch, mais qui soit touché par le mauvais coup, voilà, qui aurait pu vraiment mettre fin au combat. Je pense que c'est un mec effectivement qui est dans cette catégorie reine depuis 2 combats seulement. C'était le vrai danger, je pense. Techniquement, on savait, je pense tous, qu'il était quand même en dessous d'Usyk. Et en termes de capacité technique de coup, de boxe, en fait, de boxe pure, de déplacement, d'esquive, etc. On est d'accord qu'Usyk, c'est quand même la catégorie. Oui, il fait partie d'élite sur ces domaines. Là-dessus, on sera tous d'accord. Donc voilà, c'était ça. Après, effectivement, du côté de Chisora, oui, je pense que clairement sa boxe, les 3 premiers rounds le montrent, 3 ou 4 premiers rounds, c'est que l'idée c'était d'aller vite au KO. Plus le temps passe, moins tu as de chance de gagner en fait. Sachant que Usyk a tendance à monter au fur et à mesure que le combat passe. Moi j'ai eu pas mal de retours pendant le week-end parce qu'à chaque fois qu'il y a un combat, on envoie plein de messages pendant le week-end. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, grosso modo, mais c'est bien qu'on ait fait ce podcast justement. J'ai eu pas mal de retours de certains adhérents du Platinum, d'autres simplement des amis qui m'ont dit ils ont l'impression que Chisora a gagné, que Chisora a donné le truc. Bon, déjà, pour tous ceux qui regardent le podcast, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça serait intéressant de voir pourquoi vous pensez que Chisora a gagné. J'ai eu beaucoup de retours de Chisora, c'est lui qui initiait l'action, c'est lui qui était plus agressif. Ses coups avaient l'air de faire bien plus mal que ceux d'Usyk. Usyk était dans la touche, à mon avis. Personne n'a envie d'être touché comme ça. Mais après, voilà. Le jab Usyk le combat. Mais voilà, bon. Mais c'est vrai que visuellement, à la télé, devant l'ordinateur, on voit un coup de Chisora, on se dit, ça pique. Et on voit les petits enchaînements d'Usyk, on se dit, ça va. C'est vrai, mais donc vous en avez pensé quoi? Bon, toi, déjà, c'est ton boxeur de cœur, mais. Là où je peux réagir par rapport à ça, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que je pense que clairement pas, il a clairement perdu le combat, c'est que, encore une fois, sorti des 4 premiers rounds,
où il est capable de faire autre chose que des overhands en cherchant le coup qui fait mal, mais qui est lisible pour un mec comme Usyk et qui est plus rapide, plus mobile. Le problème, c'est qu'il devient très, je perds l'adjectif, il devient très, prévisible. Ouais, prévisible, oui. Il devient extrêmement prévisible, surtout. Donc en fait, on a vu qu'en fait, Usyk, il se méfiait uniquement après de son overhand droit, arrière plutôt. Et pour moi, il s'est fait clairement surclasser au niveau technique. Il s'est fait clairement outboxer. Et c'est vrai que initier l'action, je suis d'accord sur les 3-4 premiers rounds, je pourrais être d'accord, encore qu'il pourrait y avoir débat. Après, c'est pas que initier l'action, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, sur les 8 autres rounds, il est clairement à la ramasse. Il montre des signes de fatigue qui sont manifestes. Oui. Il revient dans son camp, le mec, on dirait qu'il revient du Vietnam. C'est très difficile pour lui. Il est à bout en termes cardio-pulmo. Après voilà, c'est un combat de lourd, c'est éprouvant, on le sait tous. Mais je veux dire, la boxe c'est éprouvant de toute façon. Mais là, pour moi, non. C'est-à-dire que je vois pas. C'est pour ça que j'attends les commentaires, mais j'arrive pas à comprendre. C'est intéressant d'avoir votre retour sur les commentaires, histoire de voir nous dire ce que vous avez vu. Ça serait vraiment intéressant. Clairement. Bon, par rapport à ça, moi, je veux juste revenir sur les histoires d'initier l'action. Parce que là, clairement, si on parle d'initier l'action, d'avoir frappé plus fort, ça veut dire que déjà, en termes de touche, de comptage, ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord ou alors n'ont pas forcément compté, par exemple. Et c'est ça un peu la contradiction qui est manifeste dans la boxe, c'est que, par exemple, là, quand on avait commenté Lopez-Lomachenko, nous, on voyait clairement Lopez gagner. Et si on parle vraiment aussi d'occuper l'espace, d'initier l'action, c'est Lopez qui remportait. Et si on parlait en termes de touche, il y en a qui trouvaient que c'était Lomachenko. Donc en fait, je pense que des fois, c'est vraiment une histoire de préférence. C'est-à-dire qu'il y en a clairement, ils aiment Chisora de base et qu'ils n'arriveront pas à démordre et ils n'arriveront pas à admettre que, parce que moi, de ce que j'ai vu du combat, Usyk, il touche plus. Et puis même dans la logique, c'est quand même un outboxer, donc c'est quelqu'un qui va mettre peut-être plus de petites frappes, mais en termes de touche, c'est lui qui comptabilise les points. Ok, je vois. De toute façon, je pense qu'il faudra qu'on fasse un de ces quatre, un petit retour sur le comptage en boxe, les critères de jugement, histoire de bien définir pourquoi nous on voit ça, pourquoi les autres voient ça. Mais je pense que ça sera une vidéo intéressante à faire. N'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ça. Juste, pour finir sur Usyk Chisora, l'avenir de Usyk chez les heavyweights, vous en pensez quoi? À voir. Bon, j'attends pas qu'il se fasse éclater pour. Non, mais sachant ça, tout de suite, tu vois, tu deviens vulgaire. Non, mais bon, moi, c'est vrai que du coup, on attend de voir face à d'autres adversaires, forcément. Sachant que Usyk, en tant qu'ancien champion cruiserweight WBO, incontesté, il a le droit, ou WBA, je sais plus si c'est en WBA ou WBO. De toute façon, je suis sûr que quelqu'un me le dira dans les commentaires. Tu t'es trompé sur WBA, WBO. Il a le droit de défier le champion de la catégorie au-dessus directement, donc Anthony Joshua. Il a ce droit officiel de demander un combat face à Anthony Joshua. Donc, face à l'élite des poids lourds, qu'est-ce qui va se passer pour Usyk? À titre personnel, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime bien Usyk. Je suis pas convaincu de lui en lourd. Pour l'instant, il m'a rien montré qu'il me dise ça va être un Evander Holyfield chez les lourds, ça va être un David Haye plus ou moins chez les lourds, ça va être un Roy Jones, même s'il a battu un champion poids lourd, mais qui était le plus faible des champions poids lourds de son époque. Il est quand même devenu champion du monde poids lourd, donc on lui retire rien. Est-ce que Usyk va réussir à choper la ceinture, sachant que au sommet, c'est Joshua, Fury. Il y a match. C'est à moi de parler, là, je suppose, c'est ça? Moi, perso, je suis pas convaincu. Toi, t'es pas convaincu? Moi, je pense que, tu vois, il pourra choper des titres mineurs WBA, des trucs comme ça. Il pourra sans doute être assez compétitif face à je dirais un Dylan White ou même Andy Ruiz. Mais face à l'élite, face au top. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Il est pas assez acclimaté à la catégorie. Non, mais c'est vrai. Non, pour moi, il est pas assez acclimaté à la catégorie. Là, il faut qu'il flirte un peu avec tout ça parce que tu le mets même face à des Anthony Joshua qui sont là, c'est notre caté, c'est des mecs qui sont
là, par exemple, Joshua, c'est un mec très athlétique. Beaucoup plus grand aussi. Bien sûr, sachant que Chisora fait c'est- 1m87, Ouais, ce qui n'est pas énorme pour un poids lourd. Non, c'est vrai. Qui est plus athlétique que lui, donc si on Plus parle jeune même. aussi. Oui, plus jeune. Enfin, que Chisora. Pas que de... Ouais. Il est un peu plus jeune que Usyk, il me semble. Ouais, je si on crois, parle mais pas même beaucoup. de qualité physique, là, il s'y frotte. Face à des mecs qui ont autant d'expérience, face à des mecs comme Fury. Non, il faut qu'il fasse encore. Bon, il les- est dans le petit bain pour moi. Il est dans le petit bain, hein. Évidemment, c'est un mec qu'il faut laisser grandir au sein de cette catégorie. Encore une fois, vous l'avez dit, hein, il a Mais que avec 2 plaisir, combats en je le vois lourd. grandir, franchement. Mais après, si je me fais l'avocat d'Usyk, du coup, J'espère qu'il qu'il envoie ouais, la thune. pas Hein. encore. Hein, par les temps qui courent, ce serait bien. Ça Mais, serait bien. mais Envoyez vos dons. allez, si jamais il y a mon Instagram, hein, de toute façon, qui va s'afficher, comme ça, tout le monde est d'accord. Non, mais si jamais je rentre dedans et que je mets un petit sujet qui prête à discussion, moi je pense que techniquement, à part Tyson Fury, techniquement, on parle de Non, technique pure boxe, technique, oui. c'est-à-dire qu'en fait, si je prends, allez, on est dans un jeu vidéo, je prends Usyk, je le mets à 2,5 m et je lui donne 20 kg plus, je pense qu'il les tartine tous. Ouais. Voilà. Après, donc, si la question c'est est-ce que la barrière c'est son physique, donc sa taille et sa puissance de frappe, oui, c'est un problème. Techniquement, il est au moins aussi fort que Fury et je pense qu'il est meilleur techniquement que Joshua. Voilà, ça c'est ce que je crois. Je suis d'accord avec toi. Moi, un combat que j'aimerais voir, bon, c'est pas du tout prévu, mais ça serait un Usyk, encore une fois, face à un style un peu dur, quelqu'un comme Takam, même si Takam Ouais. est plus pressenti pour affronter Tyson Fury. D'ailleurs, je lui souhaite, hein, parce Ouais, que clairement, ça lui ferait un bon petit Super payday. boxeur. Ouais. Mais je serais bien, voilà, un Usyk face à un Takam, ça serait un bon test. Ouais. Un Usyk face à un Andy Ruiz, parce qu'Andy Ruiz a une très bonne vitesse en termes de main. Il n'est pas si grand que ça peut être aussi très intéressant. C'est très C'est un dangereux. intermédiaire entre Chisora et Voilà. justement comme quelqu'un comme Joshua. Et un dernier combat face à quelqu'un de. Ruiz ne serait pas d'accord, hein. Ouais, Non, mais c'est un intermédiaire justement, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va être un peu plus pâteau, un peu plus balèze. des jambes lentes. Des Ouais, jambes ouais. lentes, voilà, mais qui a quand même Vitesse de bras. qui a quand même une certaine vitesse de bras. Donc je trouve que du coup, vu ce qui vient de se passer avec Chisora, ça lui fait un bon intermédiaire. Ouais. Oui, en plus, sachant Andy Ruiz va s'entraîner avec Chepo Reynoso et Eddie Reynoso, les entraîneurs Canelo Alvarez, ça peut être aussi un bon moyen de Ouais. voir ce qu'il va produire. Bon, si on passait au combat suivant, on se fait Santa Cruz, Ouais. enfin, Santa ok. Cruz Davis. Gervonta Davis, Léo Santa Cruz, le combat a eu lieu Oui, je ce l'ai vu, week-end. je précise. Il l'a vu. Alors justement, si tu l'as vu, Moi non, je vais te laisser. si tu l'as Non, vu, ça a arrangé, ouais. Donc, alors, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat? Déjà, un truc qui m'a frappé dès le début, c'est j'ai trouvé Davis de plus en plus à l'aise dans son style, son style de boxe. Moi, j'ai toujours eu, je sais pas une réserve, mais j'avais l'impression que Davis, dans sa posture, dans son placement, c'est-à-dire jambes très écartées, plutôt profilées, je le sentais un peu bloqué. Parfois, il aurait pu en avoir plus d'amplitude, notamment sur ses bras arrière. Peut-être plus de déplacement, plus de mobilité. Et là, franchement, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise, notamment sur ses enchaînements. J'ai beaucoup apprécié sa capacité à défendre, notamment comment accrocher, comment repousser. Je trouve qu'il a une bonne utilisation de son épaule. Bon, ça, je pense que ça vient, tu me diras si je me trompe, mais ça vient peut-être de son école initiale. Je pense qu'il y a quand même une bonne part, parce que Gervonta Davis a pour promoteur Floyd Mayweather. Qui? Oui, Floyd Mayweather. D'accord. Floyd Mayweather, légèrement connu un peu dans le métier. Mais Floyd Mayweather, sachant aussi qu'on a vu pas mal d'images de lui s'entraînant avec Floyd, je pense qu'il y a une bonne petite part. Voilà. Après, officiellement, le coach de Gervonta Davis, c'est Calvin Ford. C'est un entraîneur qui vient de Baltimore. Donc, tout ce qui est école du Maryland et trucs comme ça. Je pense que oui, l'influence des deux coachs fait que défensivement, il commence à s'améliorer. Mais après, les problèmes de Gervonta Davis, avant, ça a été quand même le poids. C'est quelqu'un qui a déjà loupé de pesée, qui a déjà perdu sa ceinture
pour problème de poids. En plus des problèmes psychologiques, vous voulez dire, il a d'autres problèmes. D'accord. Bah voilà, mais tu sais, tout le monde n'a pas un coach mental comme voilà, donc à mon avis, Gervonta, peut-être que cette fois, le cutting s'est mieux passé. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu une meilleure fluidité. En tout cas, il avait l'air plus à l'aise dans le style. Ouais. C'est une possibilité. À titre personnel, moi je m'attendais à ce que Gervonta Davis batte Leo Santa Cruz parce que moi j'ai un peu ce principe et bon, je m'en cache pas. En général, les bons petits gars face aux bons gros gars, je mets toujours le gars qui a le poids en plus. D'accord, en avantage. En avantage parce que les catégories de poids existent pour quelque chose. Bien sûr. Et sachant que Leo Santa Cruz, c'est quelqu'un qui est très courageux, c'est quelqu'un qui est, en tout cas sur le ring, c'est quelqu'un qui avance beaucoup, qui envoie énormément de volume. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas vrai. J'ai vu, pendant le combat, Gervonta Davis ne respectait absolument pas sa puissance. Il était prêt à prendre certains coups venant de d'autres personnes. Je suis pas sûr qu'il aurait appliqué la même stratégie. Et surtout, Gervonta Davis, à mon avis, il était plus à l'aise parce qu'il était face à quelqu'un qui voulait lui rentrer dedans. Et je pense qu'il aime bien la confrontation, Gervonta Davis. Et puis il y a une chose, moi c'est Santa Cruz, il me fait penser aux personnages de jeux vidéo, tu sais, qui ont des jauges énergie, armes, ultra équilibrées, santé, etc., qui sont très équilibrés. Partout, et mais souvent ils sont chiants à jouer, ces mecs-là. 50, 50, 50, 50. Voilà, et en fait, toi t'es là, ah ouais, mais moi j'aimerais bien le mec genre qui a une vitesse de fou ou alors une force de fou parce que tu sais que tu peux mitrailler sur un atout. Et du coup, c'est vrai que il est pas spécialement, comme tu l'as dit, rapide. Au niveau de la force, non, il frappe pas. Voilà. Il frappe pas. Maintenant, il a une bonne élasticité. Bon, ça c'est un point que j'ai trouvé aux deux, c'est qu'ils ont une assez bonne élasticité au niveau des épaules. Ils arrivent à envoyer des crochets à mi-distance, voire à distance au corps. Je trouve un petit manque de précision chez Santa Cruz parfois. Au niveau du corps. Bon, après c'était des concours de circonstances, des histoires de comment j'étais placé par rapport à la caméra. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'était moi qui ai tendance à regarder les deux boxeurs pour bien les analyser. C'est vrai que tout naturellement, je regardais Davis parce que je trouve qu'il a un meilleur style. Je trouvais qu'il avait un jeu plus intéressant. Et voilà. Après, non, il a pris des coups quand même. C'était pas un combat qui était gagné d'avance. C'était assez équilibré dans les 4 rounds, les 4 premiers rounds. Après, ça commençait un petit peu à sentir un peu plus le roussi pour Santa Cruz. Voilà. D'ailleurs, le coup final, c'était un contre en uppercut de Gervonta Davis. Alors, déjà, on avait remarqué que l'uppercut était un coup chez lui qui... Du bras arrière, particulièrement. Ouais, du bras arrière. Cette fois, il a réussi à le placer du bras avant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était cette fois le bras avant. Donc, c'est uppercut. Oui, parce qu'il se met en gaucher. Il est gaucher. Pardon, excuse-moi, il se met pas en droitier pour le placer son... Non, je le vois partir en avant, il me semble. Non, il est gaucher, Gervonta Davis, et là, il est parti avec un uppercut du bras avant. D'accord. Et donc, déjà, cet uppercut, ça annonce quand même pas mal de problèmes. Ces uppercuts maintenant, qui annoncent pas mal de problèmes pour la division. Je ne sais pas quel genre de combat vous verrez pour Gervonta Davis, sachant que on a eu Lomachenko qui a perdu. Si les catégories, Gervonta Davis, en ce qui concerne son poids, on ne sait jamais, mais c'est un combat qui devait se faire pendant une période, qui ne s'est pas fait pour les raisons de la politique de la boxe. Enfin, tous les fans de boxe sauront de quoi je parle. Et donc, ça serait intéressant, puisque jusqu'ici, Gervonta Davis n'a jamais été très enclin, en tout cas, Gervonta ou Floyd Mayweather n'ont jamais été très enclins à affronter Lomachenko. Est-ce que ça serait pas le bon moment, sachant que Lomachenko a blessure d'épaule, il a l'air plus prenable, il a l'air un peu plus humain, il a l'air plus vulnérable. Est-ce que ça serait pas le moment de, sachant qu'il vient d'affronter Leo Santa Cruz, qui était quand même pour moi un pound for pound, le mec a été champion du monde dans 3 catégories, si je dis pas de bêtises, même s'il vient des catégories d'en dessous. C'est quelqu'un qui est très accompli en termes de boxe. Est-ce que ça serait pas le moment d'affronter un Lomachenko? Moi, ce serait l'idéal pour moi. Après, je sais pas si Lomachenko accepterait, par exemple. Je sais pas. Sachant que Teofimo Lopez n'est pas enclin à donner la revanche à Lomachenko,
Ah, ça, c'est pas quelque chose qui a été encadré contractuellement avant. Ah non, il n'y a pas de clause de rematch. Hein, c'est fou ce truc-là, il n'a pas pris de clause de rematch. Pas de clause de rematch, c'est incroyable. Oncle Bob n'aime pas trop les clauses de rematch. C'est dingue. Donc, franchement, je trouve ça plus intéressant. Ouais. Parce que c'est un peu le côté poker winner take all. C'est clair. On n'a pas une. On en a assez avec les trilogies là. Non, mais je suis d'accord. En plus, franchement, j'ai adoré la réponse de Lopez. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vu sur mon écran, j'ai tapé Lopez-Lomachenko et je vois Lomachenko veut sa revanche. 2 petits points, réponse de Lopez, je l'emmerde. Alors, s'il vous plaît, algorithme YouTube, ne démonétisez pas la vidéo. Non, franchement, d'accord. J'aime bien ce côté. J'ai des tas de gros mots à dire, du coup, je me d'accord. Non, de toute façon, on n'a pas mis d'abonnés, on s'en fout. Ce que j'aime bien, par exemple, dans le MMA, c'est ce que j'aime bien chez les Diaz, par exemple, c'est vraiment ce côté, j'ai gagné, me fais pas chier avec des histoires. Et les Diaz, même quand j'ai perdu. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'était vraiment drôle de voir quand il a dit oui, je suis un roi qui était caché, lui, je lui ai pris sa couronne, moi, j'étais un roi qui se faufilait, etc. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que le mec, il a gagné à la loyale. Il a bien gagné pour moi, il a quand même battu un mec, tout le monde se chie dessus depuis un bon petit moment. Donc voilà, sa réponse m'a fait plaisir. Bon, à ce moment-là, Lopez Davis. Bah, Lopez Davis. Ouais, Lopez en plus, Davis. c'est pas dire. C'est un peu de bad boy quand même aussi, ça peut être intéressant. Ouais, clairement. Je dirais, en plus, il y a, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube, il y a le sparring Lopez Davis. Ah non. Oui, il y a des images de sparring Lopez Davis. Donc, d'accord. mais je vais pas faire de spoil sur sparring, mais déjà, Lomachenko Davis, vous donnez qui vainqueur? Lopez Davis, vous donnez qui vainqueur? C'est compliqué ça. Lomachenko Davis. Rapidement, on n'a pas besoin d'une prédiction de fou, mais qui vous donnez favori? mais... Franchement, je jouerais pas mon salaire là-dessus déjà. Hein. C'est compliqué. Hein. Bah honnêtement, si par exemple Davis applique la même stratégie que Lopez, c'est-à-dire déjà bien se préparer au pivot par exemple, sur la mobilité de Lomachenko, ça peut donner déjà un truc assez serré. Maintenant, j'avoue, je ne saurais pas me prononcer là sur qui gagnerait, mais il faudrait appliquer une bonne préparation spécifique à Lomachenko. Voilà, et ne pas se chier dessus dès qu'il fait le moindre débordement, mon Dieu, etc. Et face à Lopez? Donc là, on parlerait de Davis face à Lopez. Ouais. Franchement, je donnerais peut-être Lopez. Après, à voir. Ouais, moi c'est pareil, je pense que face à Davis-Lopez, je donne Lopez. Lopez, il a passé un cap. Ouais, grave. Ouais, il est un peu au-dessus de toute cette petite génération. La dernière fois, il est allé au-delà. Il a vraiment réussi à tenir la route face à un mec que tout le monde pensait imbattable au bout de 12 rounds. Donc voilà. Non, franchement, je donnerais bien Lopez. Ok, Lopez Davis, Lopez. Par contre, Davis-Loma, moi je vais plutôt sur Loma. D'accord. A priori, je vais plutôt sur Loma. J'ai l'impression qu'il a. Bon, après, c'est la même école que Usyk, c'est la même méthode. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est compliqué parce que voilà, Davis, c'est un frappeur. Hein, pour sa KT, c'est un frappeur. C'est une tête brûlée, c'est un bagarreur et technique. Donc, c'est le mec qui est pas bon à prendre, hein, clairement pas. Mais de plus en plus. Donc, c'est ça. Enfin, pour moi, il progresse, par exemple. Ah oui, clairement. Ah non, c'est quand même dommage de faire ta maturation quand tu es déjà champion du monde. Ouais. Alors, c'est. Ouais. Mais du coup, ça sous-entend que tu as une longue route à encore rester champion. Tu as une longue route, mais en fait, le seul truc que j'ai comme souci avec la maturation quand tu es champion du monde, c'est un peu le stade où, je sais pas si vous connaissez le boxeur Anthony Yard. Ouais, bien sûr. Voilà. Anthony Yard, il a perdu contre Kovalev. Ouais, voilà. Il se retrouve un peu dans cette situation où il n'est pas encore assez bon pour affronter un certain type d'adversaire. Ouais. Mais il peut plus se permettre de se préparer avec des gens beaucoup trop faibles parce que justement il a ce titre. Tu vois, Anthony Hard, il se retrouve, même s'il n'est pas champion du monde, il se retrouve un peu dans une situation similaire et ça me fait un peu penser à Davis. Moi, je le donne pas vainqueur face à Loma parce que Loma, il est beaucoup plus actif sur le ring en général, beaucoup de volume. Davis, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de cardio simplement à cause du poids. C'est quelqu'un qui a l'économie déjà parce qu'il cherche à frapper fort. Bien sûr. Loma, pour moi, c'est un très très mauvais style pour lui. Lopez, même si je mets Lopez vainqueur, c'est un style déjà plus prenable parce que Lopez peut accepter une confrontation avec Davis. Donc il y a toujours une chance de pouvoir placer un coup. Loma, ouais, c'est clair. Compliqué. En plus, des gars qui boxent comme Lopez, il y en a pas mal.
Ouais. Des gars qui boxent comme Loma, c'est plus compliqué à trouver pour se préparer. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, On y revient Ouais. toujours, hein, quels que soient les KT. Mais en tout cas, ce serait des combats super intéressants à regarder. ouais, c'est dommage vraiment, que les combats en boxe n'arrivent pas très souvent. Mais oui. Mais bon, ça commence Mais à là, se décanter. on en a eu 3 beaux quand même. Oui, on en a eu 3 Ouais, beaux, clairement, on en a clairement. même eu d'autres, genre des combats féminins. Ouais. Michaela Meyer qui a chopé un titre face à Eva Brodnicka, Savannah Marshall qui a fait des beaux combats. Non, on a en ce moment quand même quelques beaux combats. J'aime me plaindre comme tous les fans de boxe, j'en ai pas assez, mais non, il y a eu des beaux combats. Dernier combat, Moloney face à Inoue, enfin Inoue-Moloney sur le coup. Naoya Kun. Ouais. Donc, spoil, Naoya a encore mis KO son adversaire. Donc, retour après. Alors, moi, c'est le combat que j'ai, entre guillemets, le mieux analysé. Avec Davis et Santa Cruz, j'avoue que j'étais tellement embarqué par Davis. Il était très divertissant le combat. Voilà, il était divertissant, donc du coup, j'avoue que j'ai pas trop regardé par rapport à la stratégie, les placements, etc. Par contre, Naoya Moloney, j'ai trouvé que Naoya tenait bien le centre du ring. Franchement, j'étais même étonné, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Moloney s'est avancé en voulant mettre du volume pour toucher, Naoya est resté bien au centre, hermétique. Il y a les contres aussi. Hein. Ouais, il y a les une contres. série de contres. Il y a des contres qui sont atomiques et en plus, il ne bouge pas du centre. Ensuite, il y a Moloney pour moi, qui a vraiment fait des erreurs de stratégie. C'est de faire de l'outboxing en tournant autour, en essayant de toucher. En partant de trop loin, des fois, et du coup, qui se prenaient les contres. Donc en fait. D'un côté, je peux comprendre, t'as pas nécessairement envie d'approcher un gars comme Inoue. Il a l'air gentil comme ça et tout, mais. Le mec, c'est pas un dessinateur de manga, hein, les copains. Mais ouais. Non, mais je sais pas. Ça parce qu'il est japonais. Absolument pas. Absolument mais non, sérieusement, vous avez entendu, en plus, sans le public et tout, avec le Corona et tout ça, vous avez quand même entendu les coups que produit, enfin le son des coups d'Inoue. Moi, je vois la rapidité plus le son. Très impressionnant. Oh là là, c'est genre. Mal, ouais. Moi, je suis Moloney, je suis en outboxer, j'ai envie d'y aller, je pas vraiment envie d'y aller, je risque d'être un peu loin. Non, mais je peux comprendre le mais gars. dans ces cas-là, du coup, c'était une erreur de stratégie et qui fait qu'il a pris effectivement beaucoup de contres. Alors, à ce moment-là, quelle est la stratégie pour battre Naoya? Ça, c'est encore un autre débat. Je pense que Donner a donné déjà plus ou moins une bonne stratégie. Déjà, il faut être puissant. Naoya Inoue. Faut le calmer, ce Non, mais en fait, Naoya Inoue, clairement, il n'a pas beaucoup de respect pour la puissance de ses adversaires. C'est pour ça qu'il se permet d'encaisser certains coups et le surnom de monstre et tout. Je pense qu'il faut déjà avoir une bonne puissance de frappe pour affronter Naoya Inoue. Et chose que j'ai remarqué, Naoya Inoue, il est efficace à longue distance, à mi-distance, mais à courte distance, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être beaucoup en garde hermétique, attendre les coups. J'ai fait une vidéo d'analyse sur ça. C'est pour moi la plus grosse faiblesse. Naoya Inoue, il ne va pas bouger sa tête. Il va accepter d'encaisser les coups pour placer un gros contre. Donc si on peut le presser assez longtemps pour qu'il reste en garde hermétique et qu'on arrive à gérer ce contre en crochet, parce que c'est souvent un contre de son crochet du gauche, je pense qu'il y a moyen de prendre. Pour toi, la faiblesse, elle est là, quoi. Pour moi, la faiblesse, elle est là. Pression plus corps à corps. Pression plus corps à corps. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir avoir un minimum de distance. Après, ça reste risqué parce qu'au corps à corps, il a toujours son coup au foie. Mais jusqu'ici, son coup au foie, à chaque fois que j'ai analysé ses combats, mi-distance. C'est à mi-distance ou longue distance qu'il va l'envoyer. Soit après un direct, il descend au foie, soit il arrive à placer son crochet à mi-distance, boum, il redescend au corps. Mais courte distance, il a tendance à se recroqueviller. Et si on avance trop sur lui, il se recroqueville, il recule, il contourne et il essaie de revenir. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à encaisser les coups. Et je trouve que ça a joué face à Donner parce qu'il est prêt à se bagarrer. Donc après, il faudrait trouver un adversaire qui soit suffisamment puissant, à l'aise pour ne pas céder un pouce de terrain, mettre la pression et en plus ne pas avoir peur de ses coups. Et le punir à l'intérieur, quoi. Alors est-ce que Oubaly pourrait être le gars? Est-ce que Oubaly, parce que Oubaly est solide, il a déjà affronté le petit frère. Clairement. Ça pourrait être très très intéressant. Moi, je m'habille, franchement. Non, et puis j'ai envie, surtout. Ce combat, je l'attends. Non, mais à chaque fois qu'on revient sur Naoya Inoue, on pense à Oubaly. Ouais, mais en fait,
aussi, on est tellement impatient qu'un Français arrive à ce niveau-là et arrive à un combat de ce calibre-là et qu'en plus il ait ses chances. Donc pour moi, il a ses chances, même si techniquement il est peut-être un peu moins fort. Il faut voir face à Donner. Hein. Faut voir face à Donner. Oubaly, là, c'est ce qui va déterminer, c'est vraiment face à Donner. Et si bat Donner, pardon, je me fais vraiment partisan, ah ouais, à fond. Ok, ça pourrait être très c'est quoi? C'est les super coqs? Coqs, ils sont en quoi? Ouais, ils sont en super coq, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. 54. Ouais, ça peut pas dans ces eaux-là. Donc il y avait déjà eu un antécédent alors dans les années, vous étiez trop jeune peut-être, mais en 2003-2002, il y avait Maher Monchipour. Oui, et avant lui, il y avait Salim Mechkoun en 2003 qui avait battu Sato, japonais, pour le WBC. Ou WBA. WBA ou WPC, dites-moi dans les commentaires. Peut-être oui, n'hésitez pas. De toute façon, vous pourrez nous reprendre sur toutes les catégories et tout le reste. Parce que honnêtement, on n'a pas de notes, on fait ça de tête. Mais c'est ça qui nous rend sympa. C'est ça qui rend sympathique. C'est ça, le bistrot. Mais ouais, donc il y a eu déjà effectivement sur les super coqs WB, donc C ou A, ou O, ça se trouve. Les mecs, ils ont trop de fédérations. Oui. Et du coup, voilà, il y avait, si effectivement Oubaly prend la ceinture, ça fait, je crois que Monchipour, il la perd en 2000, il la perd contre Simchap Chawak, là, le Thaïlandais, qui a un nom imprononçable, avec un combat incroyable qui avait été élu combat de l'année par Ring Magazine à l'époque. Ce combat que tu m'avais montré d'ailleurs. Tu le regardes, t'es fatigué. Juste le regarder m'a fatigué. Ça m'avait fatigué. Ouais, tu sais, c'est les genres de combats, c'est un peu les genres de combats Ward Gatti, où quand tu regardes, t'as mal à la tête. Juste en voyant les coups, t'es en train de suer, épuisé parce qu'ils ont un tel rythme, ils ont un tel volume, mais qu'est-ce que vous avez pris? Incroyable, incroyable. Un combat fou quoi. Des combats qui se font plus tellement que ça en fait. Hein. C'est vrai qu'on en a. De moins en moins, tu sais, je me faisais une réflexion. Mais il faut ce genre de style aussi pour. C'est clair, mais je me faisais une réflexion il n'y a pas longtemps. C'était ce week-end en regardant les combats. Je me dis, les encaisseurs là maintenant qui sont prêts à vraiment s'en prendre 4, mais c'est les arbitres aussi hein, qui arrêtent maintenant plus tôt et heureusement d'ailleurs pour la santé des boxeurs. Mais je regardais là il n'y a pas longtemps les Ernst Hagler, etc. Ah ouais, non mais attends, mais là, c'est ailleurs. Pourtant c'est les combats de référence qu'on reprend à chaque fois. Absolument. Mais en même temps, je veux dire, au-delà de la prestation technique, physique et tout, ce qu'ils encaissent. Mais c'est pour ça que des gars comme Chisora sont appréciés, parce que c'est des gars qui vont à la guerre. C'est des bagarres. On avait regardé Chisora l'autre jour, ah ouais. Ouais, en plus les gars s'aimaient pas. Bon, maintenant ils travaillent ensemble, mais les gars s'aimaient pas. Faut pas éclater une bouteille de verre sur la gueule de quelqu'un aussi, les mecs. C'est pas gentil. C'est ça qui est compliqué, c'est pas sympa. C'est vrai. Si on prend les choses comme ça. Du coup, il y avait un petit litige. Bon, fallait l'expliquer sur le. Voilà quoi. Voilà, c'est bon. Mais. Non, franchement, oui. Oubaly, j'aimerais vraiment voir ce combat. J'arrête pas d'en parler à chacun à chaque fois. Et sans doute, pour les prochains podcasts, j'en reparlerai. Vous me pardonnerez, quand ce combat sera fait, je me calmerai dessus. Ou sinon, je serai en train de vous parler d'une potentielle revanche ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Ouais, donc en tout cas, Inoue, toujours fidèle à lui-même, hein, ça n'a pas bougé. Un jab toujours aussi dévastateur, des contres atomiques. Qui ont l'air encore plus. Parce que là, il a sorti des séries de contres crochets, direct, c'était une école. Il a fait vraiment mal. Une capacité à masquer ses émotions avant, pendant, après. C'est quand même très stoïque, oui. C'est quand même très stoïque, ouais. Non, mais c'est bien. On retrouve un peu la mythologie des combats d'avant. Moi, j'aime bien. Oui, il a un côté un peu old school que j'apprécie. Ouais. C'est assez sympa. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce podcast vous a plu. Évidemment, dites-nous dans les commentaires quel a été votre combat préféré. Si vous êtes d'accord avec le résultat Usyk Chisora, qui a été le plus controversé. Bien sûr, vous êtes d'accord. Le plus controversé, je le mets entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de controverse, mais il ne faut pas hésiter. Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec les autres résultats aussi, hein, vous pouvez nous le dire. Oui, sachant qu'on peut rarement contester un KO, mais sait-on jamais. Je le rappelle encore, on peut retrouver Arnaud sur sa chaîne YouTube, Mugen Your Coach, et Mugen _ Coach sur Instagram, le lien sera dans la description. Merci Marius beaucoup. Qui est coach Platinum, boxe anglaise et cross training, vous pouvez le retrouver à MBS Training sur Instagram. Ouais, mbs.training. mbs.training.
Moi, vous pouvez me retrouver sur Sensei Boxing pour justement la prochaine vidéo qui sortira. Ah, justement, alors c'est quoi? Alors, je l'annonce, puisque c'est dans l'actualité. Je sais que j'avais prévu de faire la vidéo sur Terence Crawford, mais j'attends le combat face à Kell Brook. Donc le prochain, ça sera Gervonta Davis. D'accord? Comment Nice. boxer comme Gervonta Davis. Nice. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo d'ici cette semaine ou la semaine prochaine sur Sensei Boxing. Bon, n'hésitez pas à faire du lobby pire que pire que les labos pharmaceutiques auprès de ce monsieur-là pour qu'il fasse une vidéo sur comment boxer comme Teofilo Stevenson. Je la ferai un de ces quatre, mais il faut vraiment des images d'archives. d'archives. Je gonfler avec ça, aidez-moi. Je la ferai un de ces quatre. Alors évidemment, likez la vidéo et surtout cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous afin d'avoir d'autres podcasts sur Et si on en discutait. On aura évidemment des épisodes sur la boxe anglaise, le MMA, et vous pouvez évidemment nous dire sur quel autre type de sport de combat vous souhaiteriez voir les coachs du Platinium et les adhérents en discuter. Merci. Merci à tous. vous et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Merci les gars. Merci. Mais avec plaisir, tu vois, même si t'as pas vu tous les combats, Grave. c'est plutôt sympa comme Bah non, format. c'est cool.